Bonjour, alors comme vous le savez, vous êtes là pour découvrir un peu les coulisses d'une pièce de théâtre et de tous les métiers qui gravitent autour de la mise en scène. Quand on parle des coulisses, les coulisses, c'est ce qui se passe normalement loin des spectateurs, c'est tenu secret. Et à l'origine, c'était les glissières qu'on voit ici. Vous voyez, ça, on peut les déplacer comme des panneaux. On peut cacher des choses derrière, on peut cacher des décors. Vous voyez, là, si j'ai soif, ben, je vais prendre à boire et j'ai besoin d'une petite table. Et puis, ça donne aussi un effet de perspective. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que vous allez voir, entre autres, aujourd'hui. Et un des secrets que vous allez découvrir, c'est celui du travail avec les acteurs et les comédiens. Alors, vous allez assister à un extrait d'une pièce de théâtre qui va être présentée à la fin de l'année, au mois de juin. C'est une pièce de théâtre qui a un examen pour les élèves qui sont de 4e et 5e année. Ce sont des élèves du Conservatoire populaire adultes, non professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont passionnés et qu'à côté de ça, ils ont un métier dans leur vie. Donc ça demande une implication vraiment très, très importante. Et puis, je rappelle quand même ici de vous dire que le Conservatoire populaire, ça aide évidemment à se produire sur scène, mais pas uniquement. Et c'est pour ça qu'on peut être passionné et faire ça à côté, parce que ça vous aide dans votre vie professionnelle pour plein de choses. Vous avez l'apprentissage de la respiration, l'apprentissage de l'élocution, évidemment, la rhétorique, vous apprenez le discours, la posture, la manière de se tenir, ça vous prépare aux entretiens d'embauche ou vos relations, ou si vous devez faire des discours publics. Et puis ça permet aussi de construire la confiance en soi. Et il en faut une certaine dose de confiance en soi aujourd'hui pour les comédiens les élèves qui vont jouer devant vous, parce que le travail n'est pas terminé. Ils ont fait à peu près 20 répétitions. Il a fallu 5 séances pour choisir et prendre connaissance du texte. Et puis ensuite, une quinzaine de répétitions. Jusqu'à la fin de l'année, il reste encore 15 répétitions. Vous imaginez tout le travail qui va encore être possible d'améliorer, de faire. Aujourd'hui, ils connaissent tous leur texte. Ils ont déjà appris les mouvements. Mais ce n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait des interactions avec le metteur en scène qui se trouve être aussi leur professeur pour les aider et vous allez pouvoir être témoin justement de ce travail. Et donc le metteur en scène et le professeur n'est autre que Michel Fabre, qui est aussi doyen du département théâtre du Conservatoire populaire. Il est enseignant d'art dramatique au Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre. Je vous demande de l'applaudir. Michel Fabre. Bonjour Michel. Alors vous êtes aussi formé au Conservatoire d'art dramatique à l'ESSAD, à Genève. Vous avez eu la chance de travailler à vos débuts avec un très grand nombre de metteurs en scène de la région romande. Et d'ailleurs, vous avez croisé Benoît Besson au début de votre parcours. Et puis la mise en scène, c'est devenu une évidence pour vous. Et puis quelque chose qui vous a surpris aussi, c'est le rapport, l'envie de transmettre, d'enseigner, ce rapport avec les étudiants qui est devenu presque viscéral, tant vous vivez les choses entièrement. Et là, donc aujourd'hui, on va vous voir interagir avec les comédiens, avec votre casquette de metteur en scène, mais aussi de professeur. Comment ça va se passer ? Je vais essayer de me retenir un peu, puis de les laisser agir et de les laisser vous montrer un peu de ce que nous avons dans la marmite et de ce qui sera vraiment prêt à la fin du mois de juin. Mais effectivement, oui, on est encore en pleine construction, et puis il y a encore des petites choses qui peuvent être soulignées, surlignées, que je vais peut-être corriger en live pour que vous ayez un peu cette sensation justement de l'artisanat que ça représente. Moi, je suis extrêmement attaché à la répétition. J'aime la répétition, j'aime le travail de création. Offrir le spectacle au public, c'est le but, évidemment, c'est le but final, mais moi, mon plus grand plaisir, c'est cet artisanat de la recherche. Voilà. Et là, le public va voir quelque chose que normalement, on ne voit jamais, parce qu'on peut voir la répétition générale, donc là, c'est quand on est presque prêt, ouais. Mais là, il y a encore 15 séances de travail, c'est énorme, oui. C'est plusieurs heures de travail, donc c'est intéressant de voir les imperfections, on va dire. Oui, on espère se planter. Vous allez voir comment ça se passe. Et donc, quand on a un public, comme vous, on a une salle, on a des comédiens, on se dit, bah voilà, c'est ça le théâtre. Ben non, c'est pas que ça. Évidemment, il y a aussi plein de métiers autour de ça. Et cette aventure, vous qui aimez l'aventure de la création, on va continuer à la vivre ce matin avec 2 personnalités incontournables du monde de la scène théâtrale genevoise. Je vous demande d'accueillir, pour célébrer les 90 ans du Conservatoire populaire, Trina Lobo, on peut l'applaudir, et Jean Lermier. Vous pouvez vous mettre là, Jean.
Alors Jean, vous dirigez maintenant vous pouvez vous asseoir depuis 15 ans, le théâtre de Carouge. C'est devenu un vrai succès incontournable. Je ne sais pas, depuis que vous avez innové les nouveaux bâtiments, eh bien ça ne désemplit pas. Vous avez surtout trouvé la recette magique pour que les saisons de théâtre soient les plus attirantes les unes que les autres. C'est assez impressionnant. Vous allez nous donner votre secret. Mais vous maîtrisez donc la gestion du théâtre, mais vous êtes aussi metteur en scène. Vous avez été aussi comédien, parce que vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art dramatique de Genève, et vous venez de monter, il y a peu de temps à Carouge, On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset. Vous avez réussi à faire venir des comédiens, entre autres de la Comédie Française. Et puis, il y a une très grande reconnaissance qui règne autour de vous, avec votre expérience, votre personnalité, vos connaissances en la matière. Vous êtes chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France, et vous avez reçu les mérites carougeois. Alors, je l'ai dit, un public, une salle, des comédiens, mais ça ne suffit pas pour faire une pièce. À l'origine de ce projet, il y a plein d'autres métiers. Au Théâtre de Carouge, on est quoi? Une vingtaine de personnes qui ont ces différentes casquettes. Vous pouvez nous dire dans quel domaine? Oui, bonjour, merci à vous d'être là. Effectivement, quand on est dans la préparation d'un spectacle, donc je ne parle pas encore de la vie en fait de l'institution et du théâtre, nous sommes 20 permanents à l'intérieur de l'équipe, mais après, suivant les mois, on peut passer à 100 ou 150 personnes qui viennent nous rejoindre en fonction de notre activité. Donc dans la conception du spectacle, on va se dire qu'il y a 1001 façons de mettre en scène ou de fabriquer un spectacle. Je vais partir d'une assez classique avec une metteuse en scène ou un metteur en scène. Donc on va se déterminer sur un texte qui peut être préexistant ou qui peut être commandé. Et puis après, on va composer la garde rapprochée de la mise en scène avec la personne qui va gérer l'espace, la scénographie, les costumes, comme Trina et elle le fait merveilleusement bien. La personne qui va s'occuper des lumières, qui va s'occuper de l'univers sonore, donc ça ce sont des ingénieurs ou des ingénieuses du son. La personne qui va s'occuper des accessoires. Et puis nous, au Théâtre de Carouge, on est une maison, un théâtre dit de création. C'est-à-dire qu'on intervient à tous les endroits de la chaîne de production d'un spectacle. C'est qu'à partir du moment où on commence à élaborer le projet avec les premiers croquis, les premières esquisses, avec la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va raconter dans cette histoire, quelle est la pertinence de la raconter aujourd'hui, eh ben, on va être capable de suivre tout le cheminement de la construction du spectacle jusqu'au moment où il arrivera sur le plateau et jusqu'au moment où vous pourrez venir le recevoir. Donc là, dans l'envers du décor, dans les ateliers, on a des techniciennes, des techniciens forcément, qui vont être amenés à construire, c'est-à-dire déjà à faire une maquette, à regarder ce qui est possible, avec quels matériaux. On peut avoir des gens qui sont plutôt spécialistes dans la peinture, en toile peinte, d'autres en serrurerie pour travailler le fer, la menuiserie, des fois c'est la vidéo, ça peut être l'adjonction de ces différents matériaux. Et puis, on a des ateliers pour fabriquer justement ces décors et puis les costumes. Donc, au moment où les comédiennes et comédiens arrivent, il y a plusieurs mois déjà qui se sont passés où les équipes ont déjà travaillé et préparé l'arrivée justement des comédiennes et des comédiens. On peut aller même jusqu'à avoir des costumes dits de répétition, c'est-à-dire que ce n'est pas encore les costumes définitifs, mais ce sont les éléments qui vont nous permettre de les préciser, de les affiner sur le corps des interprètes, parce que c'est vraiment de l'ordre de la haute couture, hein, tout est fabriqué sur mesure pour les comédiennes et les comédiens. Et puis on va se lancer dans les répétitions. Et là, au Théâtre de Carouge, on a fait en sorte que la salle de répétition soit de plain pied et proche des ateliers de couture, des ateliers de construction de décors, d'accessoires. C'est-à-dire, si vous mettez en scène un spectacle et que tout d'un coup vous avez une idée, vous vous dites « Ah, mais j'aimerais essayer une robe comme ci, ou une robe comme ça, ou avoir tel élément d'accessoire. Je voudrais une machine à écrire. Et puis, je voudrais qu'elle soit datée de cette époque. » Et ben, nous, on va se mettre à la recherche de ces éléments-là. Et l'idée, c'est qu'on puisse être les plus réactifs possibles. C'est-à-dire de tout de suite fournir à l'équipe qui est en répétition, comme Michel est en train de le faire avec son équipe, pour qu'eux, ils restent à flux tendu, en état d'effervescence, de fièvre de l'imaginaire, et nous, de pouvoir les alimenter pour leur permettre de sortir le plus beau bébé possible. Donc là, typiquement, en termes d'accessoires, il y a des accessoires que nous avons. On a un énorme stock d'accessoires au Théâtre de Carouge. Et puis parfois, il y a des accessoiristes qui sont spécialistes dans le domaine d'aller chiner, donc qui ont des listes
comme ça de quel objet, où il peut se trouver, sur les puces, sur les brocantes. Maintenant, évidemment, il y a des outils comme Internet. Et puis, il y a celles et ceux qui construisent. Donc, il y a plein aussi d'objets qui n'existent pas forcément, ou qui nécessitent d'être retravaillés, patinés, et que là, on a toutes les personnes pour pouvoir répondre à la demande et à l'imaginaire des artistes qui préparent le spectacle. Alors c'est vraiment fascinant parce que vous pouvez être attiré par ce monde, mais vous pouvez aussi ne pas du tout avoir envie d'être comédien ou d'être sur scène, mais vous pouvez être impliqué à différents niveaux. Alors moi, ce que je vous propose, c'est carrément, on va vous emmener, et c'est presque une expérience physique, parce qu'il y a un très joli film très court qui a été tourné, qui vous amène dans les coulisses du théâtre de Carouge. Vous êtes sur un drone, et on va rentrer dans la salle, on va rentrer dans les étaliers. Regardez ce que ça donne. Dans l'abricot, où se trouve le noyau? Ben, il est au centre. Dans l'œuf, où se trouve le jaune? Non, on s'y croit, on est vraiment dedans, et comme ça on voit les différents aspects. Alors évidemment, on se rend compte qu'il y a les métiers que vous avez cités, puis il y a aussi tout ce qui touche à la production. Mais avant d'en parler, moi je vous propose, comme vous avez vu, les ateliers de construction, puis aussi les costumes. Et ça, c'est aussi la possibilité, puisqu'aujourd'hui, on a Trina Lobo qui est avec nous. Aujourd'hui, vous avez fait notamment les costumes de On ne badine pas avec l'amour. Alors, vous venez de Londres, et l'amour de votre père pour les comédies musicales vous a donné la passion du théâtre. L'amour de votre mère pour la couture, l'art et la création vous a donné la passion des costumes. Vous avez été formé en Angleterre, et vous avez une spécialisation en costume historique, notamment au City College, et vous avez fait la chapellerie à Londres. Et puis alors, vous avez eu plusieurs casquettes. Vous avez été chef pour le théâtre de Carouge, costumière pendant plus de 7 ans. Vous avez travaillé pour beaucoup de théâtres en Suisse, en France, mais aussi pour le cinéma, pour la télévision, en Belgique. Donc c'est aussi international, voire même pour des courts-métrages aux États-Unis. Et quand je dis qu'il y a plusieurs casquettes, c'est que vous êtes chef costumière, mais vous êtes aussi assistante, créatrice, couturière, accessoiriste si besoin, habilleuse. Et puis il faut gérer les stocks. Enfin, c'est tout un travail très important. Aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? À quel moment vous intervenez en tant que costumière ? Alors, en général, ça dépend. Évidemment, chaque spectacle, c'est très différent. Donc, ça dépend du budget. Beaucoup, ça dépend du budget. En général, on m'appelle bien avant, même des fois une année avant un spectacle commence.
C'est-à-dire une fois que le metteur en scène a choisi sa Le pièce, metteur en scène, il choisit ses pièces pour la saison, et puis à un moment donné, il va se dire, bah, celui-ci, j'aimerais bien qu'il y ait une création, une véritable création, parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est des habits modernes, donc ça dépend, mais s'il il voit vraiment qu'il a besoin d'une création costume, c'est un appel au début. Un tête-à-tête, un dîner, on mangeait ensemble, un café, et puis une discussion générale de comment il envisage la chose. Ensuite, on fait une réunion générale et une équipe technique. Donc, il y a moi-même, le metteur en scène, souvent le décorateur qui est là, l'accessoiriste aussi. Certains, des fois des comédiens pas encore, mais des fois oui. mais ça représente vraiment un travail évolutif parce que Et vous pouvez c'est avoir très une évolutif. idée au départ, Oui. et puis à force de travailler justement, comme on dit, on essaye directement avec les comédiens, eh bien on se retrouve à se dire, ah bah là maintenant on va avoir besoin de plus de choses, et donc en fait il faut savoir être réactif. Il faut être très réactif. Il y a des moments où l'idée de base change ou évolue. Des fois, on a une idée de faire d'une manière, mais quand on se met en discussion, ça change complètement. Et comme notre travail, c'est vraiment une collaboration, une très forte collaboration, il y a des moments qu'une personne peut, se prend et influencer la création totalement. Par exemple, j'ai pensé à un exemple, j'ai fait une pièce de Zubin Ziegler, j'ai fait le Molière, où j'arrive, le scénographe, il m'a dit le décor, ça va être rouge. Mais quand j'arrive sur le plateau avec mes costumes qui étaient des couleurs assez vives, je vois le décor rouge, et en fait, toutes les couleurs que j'avais choisies ne fonctionnaient pas du tout. Et du coup, j'ai dû retourner presque en larmes et puis me dire bah, comment je peux faire. Il faut que j'amène plein de choses, plein de vêtements de couleurs différentes pour tester dans le décor. Alors, vous êtes considérée comme une artiste aussi, puisque vous avez votre part de créativité, mais est-ce qu'il faut des connaissances théâtrales pour pouvoir être costumière, ou bien on peut y aller avec son impulsion et son envie de Alors, créer? ça dépend. Moi, personnellement, j'ai commencé par une passion pour le théâtre. J'ai joué beaucoup, et puis j'ai trop souffert de trac. Je ne suis pas très à l'aise sur le plateau. Donc, avec la passion de la couture, ça m'a donné cette idée, bah, pourquoi pas être derrière. Donc, il y a une manière de rester au théâtre où je suis bien, j'adore la littérature, j'adore toute cette atmosphère, toute cette œuvre qui se met en marche. Mais de rester derrière, ça me convenait beaucoup mieux. Donc, c'est ça qui est... Et vous vous retrouvez aussi à gérer des équipes, non? Parce que vous avez des couturières Oui, qui travaillent absolument. avec vous, Oui, quand vous avez les j'ai moyens, fait, des accessoiristes. Certains spectacles sur lesquels j'ai travaillé, j'ai fait chef costumière sur la revue genevoise pendant 6 ans. Et là, c'est une grande équipe, en général une douzaine en couture. Il y a des costumes de toutes sortes, donc du moderne à des choses complètement farfelues. Cette année, j'ai encore fait des canards géantes, donc il y a vraiment de tout. Des fois, on a des anges, ou, je sais pas, il y a tellement de choses, carrément des objets, des fois, qui doivent bouger. Donc, est-ce que c'est accessoire, est-ce que c'est costume, c'est un peu les deux. On a carrément des gens habillés en voiture, ou en camion, ou des choses très, très absurdes, des poubelles. Pour avoir l'inspiration, est-ce que vous avez le temps de voir beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre préparées par d'autres, des expositions pour s'inspirer culturellement? Absolument. Moi en fait, mon temps libre, je passe au théâtre. J'aime tellement ça que si j'ai une soirée libre, je vais au théâtre. C'est une passion. J'adore voir ce que les autres font aussi. C'est clair qu'en voyant le travail des autres, ça inspire nous-mêmes. Et puis, ça nous donne d'autres idées, ça nous amène dans d'autres dimensions. C'est ça, d'autres dimensions. On voit qu'on est touché à différents niveaux, à différents aspects de la vie. Et là, ça nous amène à la production. C'est tout un aspect du théâtre auquel on ne pense pas forcément, mais qui est absolument fascinant. Il est peut-être un petit peu moins artistique, mais dans ces métiers-là, on peut dire, Jean Hermier, qu'est-ce qu'on a il faut organiser. Vous faites votre planning de la saison.
Et pour savoir quelles sont les pièces que vous allez montrer, vous devez construire une certaine logique. Il faut le planifier, puis après il faut le financer. Donc il faut des gens pour ça. Et puis il faut la communication, il faut la relation avec le public. Comment ça se construit? Alors déjà, selon les budgets, comme on a dit, parfois on a une personne qui a plusieurs casquettes. Mais de quoi vous avez besoin concrètement comme métier autour de vous? Effectivement, ça dépend des moyens qu'on a à disposition. Nous, on est soutenu en partie par le canton, par la ville de Carouge. Et puis après, on a la partie de recettes, c'est-à-dire les billets qui sont vendus, qui est une partie très importante dans l'économie du théâtre de Carouge. Et puis, on va aller glaner des petits sous à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a une part, nous, d'autofinancement, c'est-à-dire de l'argent que nous générons par notre activité, qui est de l'ordre de 42%, ce qui est beaucoup. Et tout ça, il n'y a pas un franc qui n'est pas investi, injecté pour le plateau. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2008, l'injonction, elle était extrêmement simple, c'est le plateau qui dirige. Donc tout doit partir de là, de la nécessité à la fois des comédiennes, des comédiens, de la mise en scène, avec tous les régisseurs, régisseuses qui vont les entourer, qui vont les accompagner dans le temps des répétitions. Et puis après, effectivement, comme vous le dites, il faut financer ça. Donc là, il y a l'administrateur du théâtre, David Junot, il y a le directeur technique, Simon Georges, qui lui va organiser, planifier les équipes bien en amont. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui sont permanents, puis après, il faut renforcer nos équipes en fonction des besoins et de la nature des spectacles. Donc là, on va être amené à engager des gens, parfois sur plusieurs mois, pour nous accompagner dans la réalisation d'un spectacle. Et puis, il y a ça, il y a Jean-Pascal qui s'occupe du public, de la relation avec le public, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une base d'abonnés, mais quand on commence le spectacle, il y a les 2/3 de la salle où on n'a pas vendu les places. Donc il faut savoir exactement de quoi est fait, ou avoir des bribes, des intuitions, avoir travaillé sur qu'est-ce qu'il se passe sur le plateau du théâtre de Carouge au moment de la répétition, pour réfléchir à qui on est susceptible d'aller toucher, qui ça pourrait intéresser, et de faire en sorte que nous puissions faire venir au théâtre des gens qui ne savent pas encore qu'ils ont quelque chose à faire au théâtre. Et que la question n'étant pas de renouveler le public, mais de l'augmenter. C'est-à-dire de prendre soin de celles et ceux qui nous font l'honneur, et parfois, depuis 1958, on en a encore qui me racontent les spectacles à la chapelle, au tout début du théâtre de Carouge, dans une chapelle désaffectée qui a été investie par les artistes. Et que je me dis, ceux-ci, je leur dois d'être ici à la place, puisque c'est grâce à eux aussi qu'il y a le théâtre de Carouge, et puis d'en faire venir d'autres. Il y a la relation avec les écoles, c'est-à-dire de pouvoir aller préparer les classes qui vont venir nous visiter. Ça, c'est des souvenirs de l'époque où je faisais l'acteur, ou quand j'avais l'occasion d'aller dans une classe qui allait venir voir le spectacle, ensuite, je me suis rendu compte qu'elle n'allait plus au théâtre. Elle venait me voir. Et que là, on a un poste à 100%, Camille Girard, au théâtre, qui, elle, va rencontrer les élèves, produit des dossiers pédagogiques pour préparer la représentation, parce qu'ensuite, on a personnifié le théâtre. Et que les jeunes ne viennent plus juste consommer un spectacle, mais viennent voir quelque chose pour lesquels on leur a donné des clés pour pouvoir profiter véritablement de la soirée. Il y a la communication, on en a parlé. Mais alors la communication, juste un mot là-dessus, parce que vous avez fait quelque chose que moi je trouve extraordinaire, c'est les films de présentation des pièces. Je veux dire, on est inévitablement attiré. Et ces films-là, en eux-mêmes, c'est des œuvres artistiques, parce qu'elles sont faites, elles sont construites, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais ça donne envie, ça intrigue, on ne sait rien de ce qu'il y a dans la pièce, mais on se dit, on veut aller voir. Et ça donne une ligne directrice aussi du théâtre. Ça donne une identité du théâtre. Ouais, l'identité, elle est très forte. En arrivant en 2008, moi qui avais bourlingué pas mal en France, mais qui ai fait mes études et qui était implanté ici fortement dans la Suisse romande, et particulièrement à Genève, c'était de se dire, je voulais revenir au credo des fondateurs du théâtre de Carouge, en disant, on va revisiter les classiques. Je me disais que c'était important qu'il y ait un théâtre qui soit identifié, non pas exclusivement, mais principalement par le fait qu'il revisitait des textes du répertoire, comme on peut le faire avec la musique, et c'est l'interprétation qui va faire en sorte que l'encre des autrices, des auteurs n'est pas tout à fait sèche. Et donc l'identité, elle a été forte avec ça. Aussi avec le fait que nous créions. C'est-à-dire qu'on est susceptible de pouvoir communiquer, de donner des images dans des périodes qui ne sont pas encore forcément spectaculaires. Et de montrer le dessous de l'iceberg, puisque ce que vous voyez de la représentation, c'est la partie qui sort de l'eau, mais la partie qui est en dessous est infiniment plus importante. Et elle est tout le temps
foisonnante, riche de par les rencontres qui s'opèrent. Trina, elle a une capacité à proposer, à imaginer, à inventer, à penser aussi avec ses mains dans le geste de la réalisation. On vient de faire On ne badine pas avec l'amour, il y avait des personnages qui avaient des faux corps. Donc, voilà, moi je voulais que les acteurs ne soient pas tout à fait eux-mêmes. Et donc, il y a 4 personnages qui sont passés à peu près de ça à ça. D'ailleurs, les costumes, vous allez les voir après et vous verrez les détails de finition avec lesquels s'amuse Trina, jusqu'au petit téton des personnages des 2 curés. Et tout ça va aider les comédiennes et les comédiens. C'est pas juste une chose qui est faite pour... C'est que moi, j'ai des souvenirs comme acteur d'une grappe de projecteurs qui m'aidait dans le jeu. Tout d'un coup, je devais gravir comme ça une pente qui était à contre-pente. C'était une situation incroyable et je devais monter comme ça cette montagne. Et Jean-Philippe Roy, qui était l'éclairagiste à l'époque, avait mis une grappe de part, c'est des projecteurs comme ceux-ci qui étaient là-bas. Et moi, je visais ça. Je visais. Donc la lumière m'aidait à jouer. Et dans ce spectacle-là, qui était une adaptation de Sa Majesté des Mouches, il y avait un moment où il y avait un orage. Et je vais citer deux exemples là-dessus, après je me tais. Mais on avait des costumes, donc l'histoire rapidement, c'est un avion qui se crache sur une île avec des étudiants. Et puis les étudiants se retrouvent tout seuls à devoir vivre dans la jungle. Voilà. Je ne vous raconte pas la fin, il faut lire le texte, il est sublime, de Golding. Mais le fait est qu'on avait des costumes, puis on nous avait habillés un peu sagement, avec des longs pantalons gris en flanelle, tout ça. Et le scénographe, qui était Ezio Tofoluti, immense scénographe, vient voir. Puis moi, je sentais en répétition, je me sentais engoncé, j'étais mal, je sais pas, ça m'aidait pas. Et lui, il nous a tous fait nous aligner. Il a regardé, il a fait, d'accord. Il est italien, mais je me garderai d'imiter son accent. Il prend une paire de ciseaux et il coupe tous nos pantalons, qui deviennent des shorts. Ça a tout changé pour nous dans le jeu. Et que là, à un moment qui était particulièrement intense, parce que les enfants ont commencé quand même à s'entretuer, il y a eu des bandes, des gangs qui se sont faits, puis c'était des rapports de pouvoir et de lutte. Et à un moment donné, il y avait un orage. Et Jean Faravel, qui était l'ingénieur du son, balance l'orage. On est en salle de répétition. Puis ça fait... Moi je jouais, puis je disais, mais il est très loin là l'orage quand même. Hein. On peut monter un petit peu. Il pousse le potard de la console. Puis je disais, ah oui, non mais je veux dire, ça m'aide pas. Enfin, je sais pas. Là, évidemment, il se fâche, il s'énerve, il met le potard à fond. Et là, il y a toute la salle de répétition qui se met à trembler. La lumière, paf, les éclairs. Et là, moi, j'avais plus rien à faire. J'avais plus qu'à essayer de passer par-dessus. Mais avant, où je me posais les mauvaises questions, à essayer de dire qu'est-ce que je dis, comment je vais le dire. Là, les éléments dits extérieurs, du dessous de l'iceberg, par ces artistes, artisans, qui donnent de l'impulse dans à la fois le fait de sculpter le récit, et puis pour nourrir l'imaginaire des interprètes, là, tout d'un coup, c'était du pain béni. Alors après... il ne s'est pas s'agit de casser les oreilles de toutes les spectatrices et les spectateurs, donc on a réajusté, mais ce moment de répétition, il a été fondamental pour moi, pour être traversé par ces orages et le désarroi du personnage. Alors justement, ce moment de répétition, on va le vivre maintenant. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les scènes, on va discuter avec Michel Favre, vous pouvez reprendre place, puis après vous allez revenir sur scène et on va pouvoir échanger avec vous pour la manière dont vous interagissez, soit avec le metteur en scène, soit avec les comédiens. Michel Favre, alors, ah oui voilà, alors ça c'est super, comme ça on a notre régisseur, Jean-Baptiste, qui nous remonte l'écran. Il est obligé d'être là physiquement. Normalement, j'aurais pu prendre la télécommande, mais on n'était pas sûr avec la taille. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vivre 3 scènes. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce n'est pas des scènes qui se suivent normalement. Donc on a, dans la première scène, Michel Favre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec l'auteur. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, on va vous faire un tout petit digest pour vous donner envie de venir au mois de juin, 23, 4, 5, 23, 24, 25, voir le résultat final. Pour l'instant, on va vous présenter 3 extraits. La particularité, donc le choix de la pièce, c'est une pièce de Michel Tremblay qui a souhaité écrire une pièce en hommage à Anton Tchekhov. Tchekhov, c'est un auteur russe qui a une quantité de pièces qui sont toutes des chefs-d'œuvre,
Mon espoir, c'était de nous approcher toujours, hein, de m'approcher d'un bel auteur. Et puis, je suis tombé sur cette pièce qui est assez amusante parce que Michel Tremblay est incarné, en fait, dans l'auteur qui sera sur scène et qui va vous proposer lui-même une sorte d'esquisse. Donc, il met en marche un processus qu'il se prend le droit d'interrompre parfois. Vous allez voir, c'est assez amusant. On a trouvé une petite astuce pour ces switches, ces arrêts, ces reprises, etc. C'est un peu comme dans un film, hein, quand le comédien prend le spectateur en aparté, en fait, en témoin. Oui, tout à fait. Ou alors qu'on peut se faire un rewind. Vous allez voir 2-3 opérations comme ça dans le processus qu'on va vous présenter. Et puis, pour l'instant, j'en dis pas plus. Non, on ne va pas en dire plus. Il y a une similitude avec Tchekhov, c'est que Anton Tchekhov s'est toujours intéressé à la famille, aux conflits familiaux. On lui a reproché parfois qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, parce que c'était beaucoup des situations conflictuelles qui étaient un peu intestines, qui étaient un peu de lourds passés qu'on mettait tout à coup en jeu dans des discussions et des affrontements. Michel Tremblay fait cette espèce d'étude aussi et nous emmène dans une famille québécoise qui va présenter un peu des caractéristiques très très semblables. Et puis ils vont bien s'écharper. Peut-être Voilà. que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une famille, c'est une fratrie Oui. qui a des histoires d'amour, de gens qui s'aiment, de gens qui sont ensemble, de gens qui se détestent, et c'est des comédiens qui jouent le rôle de comédiens. C'est toute une famille de comédiens, d'artistes de la scène ou de la télévision. Et puis alors ils vont célébrer Thanksgiving ou l'action de grâce. C'est un peu le grand pardon. C'est un peu le rendez-vous annuel où on fait table rase de toutes les choses qui n'ont pas trop bien marché, en tout cas dans la tradition nord-américaine. Et bien là, ça va partir en cacahuète parce que c'est règlement de compte à Hockey Choral. Ils ont invité leur sœur est maintenant la compagne du pire critique qui puisse trouver dans la région, qui les a tous écrabouillés comme comédiens, ou qui les a ignorés, ou que... voilà. Ils ont tous quelque chose à lui reprocher. Il y a une rancœur assez formidable. Voilà. On regarde la première Voilà scène d'où on part. et puis on voit vos réactions juste après. Merci. Applaudissements pour encourager les comédiens. Petit effet pratique, et ça c'est l'artisanat. Je vais demander aux comédiens, s'il vous plaît, de vous mettre dans vos places pour pouvoir intervenir. Donc, il y a des comédiens qui sont à certains endroits sur le plateau, d'autres à d'autres endroits. Ça, d'habitude, on ne le montre pas. On garde la surprise jusqu'à la dernière seconde. Donc, voilà. Concernant les costumes, j'ai juste demandé à chacun des élèves de présenter quelque chose. Aujourd'hui, c'est une tentative déjà bien avancée parce qu'on a déjà pu essayer. La seule consigne, c'était d'avoir une certaine élégance. On s'est mis sur son 31 un petit peu. Pas trop parce qu'on reste en famille, mais voilà. À vous les comédiens, quand vous voulez. ne peut pas se passer de théâtre. Il y a quelques années, j'ai commencé une pièce de théâtre, une espèce d'hommage à Tchekhov, un de mes grands héros littéraires. Et j'ai arrêté au bout de 80 pages, chose qui m'était jamais arrivée auparavant. Les thèmes que j'abordais m'intéressaient. Le théâtre, la famille, les acteurs, la critique, une scène pas encore écrite. Mais le ton et la structure étaient si différents des miens. Les dialogues tellement moins punchy, j'ai fini par me sentir mal à l'aise et j'ai bloqué. Mes personnages à moi ont des coups de gueule différents de ceux du gros Tchekhov. Et je ne voudrais tout de même pas que la pièce soit une imitation des Trois Sœurs de la Cerisay, mais bien un hommage. Je me souviens que j'aimais cette famille d'acteurs que j'avais mise au monde. La ressemblance avec les personnages de Tchekhov dont j'ai réussi à l'imprégner. L'atmosphère de la pièce aussi. Cette soirée chaude de Thanksgiving, la maison, le jardin, le lac. Je vais la relire. Ça c'est nouveau. Il y en a deux. On n'a pas encore beaucoup pratiqué. Reprends, tu veux. Je vais la relire en faisant des annotations.
Et si c'est possible, la terminer. Ça se fait pas, c'est tout! Ça fait 100 fois que tu dis ça depuis qu'on a quitté Montréal, Benoît. Développe un peu. Y a rien à développer, ça se fait pas, c'est tout. Une actrice de théâtre ne couche pas avec un critique de théâtre. C'est pas compliqué à comprendre, c'est d'une grande logique. Tu n'en as même pas parlé, tu sais même pas ce qu'il y a entre eux. J'ai pas besoin d'en parler, je sais d'avance tout ce qu'elle va me dire. C'est sa spécialité, les hommes qui la flattent. On a eu droit à ça toute notre vie dans la famille. Le jour où il va moins la flatter, il va moins l'intéresser. Quand c'est des jeunes acteurs ou des jeunes professionnels, elle a toutes sortes de subterfuges pour se débarrasser d'eux. Mais le problème Si t'avais avec pas été celui-là, gay, tu serais probablement passé à la casserole toi aussi. c'est un critique. C'est ça le problème avec celui-là. Qui risque d'avoir à parler d'elle après leur séparation. Ce qui fait qu'elle va devoir le supporter, même s'il se met à la prendre en grippe. Pour une fois, elle s'est piégée elle-même. Je te vois venir, tu vas encore me traiter de cynique. Mais tu l'es, cynique. Mais avoue que dans ce cas, il y a de quoi? Tu sais aussi bien que moi comment on les appelle dans le milieu. Méphisto et Clytemnestre. Je trouve intéressante l'idée d'une actrice de théâtre qui prend un critique comme amant. Mais on va le voir plus loin. Je n'ai pas trop su quoi en faire. J'ai arrêté le développement de cette relation quand j'ai arrêté l'écriture. Ils ont mis la table de maman. Regardez, les 8 verres de jus de tomate. Quand maman recevait, même s'il y avait une entrée, une soupe ou bien une salade, elle mettait toujours un verre de jus de tomate à chaque place, juste avant que les invités arrivent. Elle disait que ça mettait de la vie, de la couleur, que c'était théâtral. Et que ça lui rappelait sa mère. Le temps qu'on se mette à table, le jus de tomate avait eu le temps de tiédir. Mais on le buvait quand même. Alors, en plus d'être cynique, tu radotes. Non, mais tes anecdotes au sujet de ta mère, je les connais par cœur, Benoît. Tu vois, si j'étais clair, moi, je te laisserais tomber pour pouvoir raconter mes anecdotes au sujet de ma mère à quelqu'un de nouveau. Mais certainement pas à un critique de théâtre. Il me semblait bien que j'avais entendu du bruit. Ça sent la dinde jusqu'au bout du chemin. C'est incroyable. C'est la première fois qu'on peut fêter Thanksgiving dehors. Oh, j'y pense. Oh, attends un peu, Laurent, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai mis là pour pas l'oublier. Je savais plus trop si c'était à toi ou à ton personnage. Oui. Non, c'est à moi. Tu l'avais oublié dans la salle de maquillage. J'aurais pu la laisser là, mais j'ai pensé que peut-être... Laurent, pas juste une cravate, Gisèle, c'est ça que tu pensais? Mon Dieu, t'as l'air de bonne humeur, toi. Laurent porte jamais de cravate. Il y avait de quoi se poser des questions. Mais pourquoi t'es énervé comme ça? Ah, si c'est pour la même raison, moi je le comprends. Cette petite scène peut paraître inutile, mais je voulais qu'on sache dès le départ qu'il y avait quelque chose qui liait Gisèle et Laurent. Qu'est-ce qui t'a pris de les inviter ici, toi? Ah, vous allez pas tous vous mettre sur mon dos. Ah bah certainement, la famille au grand complet. Puis tu le mérites. Non, mais je mérite rien du tout. Claire est votre sœur. Je pouvais pas savoir qu'elle n'était pas invitée à votre maudit souper de Thanksgiving. Elle l'était invitée. C'est lui qui l'était pas. Bah, comment ça se fait qu'elle n'était pas au courant quand j'en ai parlé pour le souper? Parce que tu les as rencontrés avant que je l'appelle? Alors c'est quand même pas de ma faute si tu as attendu la dernière minute pour lui en parler. On le sait depuis 2 semaines, nous autres. Laurent a raison. Toi, tais-toi. Laisse-moi me débrouiller tout seul. Bon Dieu, est-ce que t'as l'air énervé toi aussi? Bon Dieu, est-ce que t'as l'air énervé toi aussi? Bon, je les ai croisés sur la rue Saint-Denis. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu faisais là? Il y a d'excellents restaurants sur la rue Saint-Denis. Mais je croyais que ton fief c'était la rue Mont-Royal. Bon, c'est pas parce qu'on habite le plateau que c'est mon fief. Ce serait celui de Benoît aussi dans ce cas-là. Il manque quelque chose à cette réplique. C'est pas parce qu'on habite le plateau que c'est mon fief. Ce serait celui de Benoît aussi dans ce cas-là. Et vous le reprochez jamais à lui. C'est mieux. Mais c'est toi que tout le monde drague, qui vit intensément le plateau Mont-Royal. Là aussi, il manque quelque chose. Mais c'est toi qui tout le monde drague, qui vit intensément le plateau Mont-Royal, la vedette de télévision. Combien de selfies on te demande chaque jour? Combien de sourires figés t'es obligé de faire, hein? Eh oh! Tu me cherches ce soir, toi. Bah oui, laisse-le finir son histoire.
Au moins, laisse-moi la commencer. Bah vas-y, justifie-toi. Non, mais j'ai pas à me justifier. C'est vous qui voulez savoir comment c'est arrivé. Pas du tout. Quelle que soit la raison de leur présence ce soir, j'ai juste envie de rester enfermée dans ma chambre d'enfant toute la soirée avec mes poupées Barbie puis mon poster de Queen. Eh ben, fais donc ça. Ça rendra service à tout le monde. Bon, ça va le faire là. Vous deux, quand vous commencez, ça peut durer des heures. J'ai jamais compris ce qui vous montait comme ça l'un contre l'autre. C'est pourtant évident. Quoi? Qu'est-ce qui est évident? Marie, Benjamin, laissez Laurent parler. C'est pas compliqué. Ils se promenaient main dans la main. Ils se bécotaient pour que tout le monde les voie. La grande actrice. Puis un beau mec. Évidemment, personne ne savait qui il était, lui. Mais ça devait faire les affaires de Claire. Je les ai croisés à la porte de l'Express. Bonsoir, bonsoir. Moi non plus, j'avais pas envie de lui faire la causette à lui. Mais il était avec votre sœur. Quand je me suis rendu compte qu'il se dirigeait devant la porte de l'Express, j'ai décidé de passer mon chemin dès que j'aurais fini de manger et d'aller ailleurs. Dans ton fief. Marie, tu nous saoules là. De fil en aiguille, je sais plus trop comment on en est arrivé à parler du souper de ce soir. Claire a ouvert des grands yeux quand j'en ai parlé. Je pensais qu'elle était au courant, mais qu'elle voulait pas en parler devant Christian. Quand je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pas au courant... Tu les as invités. Ça fait que tu les as C'est pas moi qui invités. les ai invités. Ça fait que tu les as invités. Mais c'est pas moi qui les ai invités. On peut reprendre si vous voulez bien. Ouais, on peut reprendre si vous voulez bien. Reprenons sur... moi non plus, j'avais pas envie d'y faire la causette à lui, mais il était avec votre sœur. Moi non plus, j'avais pas envie de lui faire la causette à lui. Mais il était avec votre sœur. Quand je me suis rendu compte... Non, c'est pas ça, pardon. Bah alors, puisqu'on reprend, fais attention de ne pas être trop dos public Ouais. en ce moment-là. C'est toujours la difficulté. Et de bien te dire que maintenant, ça y est, vous vous êtes tous présentés, vous êtes tous conscients que vous êtes sur cet endroit, que vous pouvez vous parler les uns aux autres. Vous n'êtes pas obligé de vous parler les yeux dans les yeux. Du coup, tu peux jouer pour Irma qui est venue exprès ce matin. Tu leur donnes juste, Ouais, je te donne. C'est pas compliqué, ils se promenaient la main dans la main, ils se bécotaient pour que tout le monde les voit, la grande actrice puis un beau mec. Évidemment, bonsoir, bonsoir. Moi non plus, j'avais pas envie d'y faire la causette à lui. Ça te va? Après, c'était après que je voulais ça. Oui. Et quand j'ai vu ce qui se préparait à entrer à l'extérieur, D'accord. j'ai décidé de continuer mon chemin. Ça va? Ouais. Ok. Tu reprends où tu veux, où tu as besoin. Moi non plus, j'avais pas envie de lui faire la causette à lui. Mais il était avec votre sœur. Et quand j'ai vu qu'il se préparait à entrer à l'Express, j'ai décidé de passer mon chemin quand j'aurais fini de manger et de partir ailleurs. Dans ton fief. Marie, tu nous saoules là. De fil en De aiguille. fil en aiguille, je sais plus trop comment on en est arrivé à parler du souper de ce soir. Marie a ouvert des grands yeux quand j'en ai parlé. Et je pensais que Christian était au courant, mais qu'elle ne voulait pas en parler devant lui. Je savais plus quoi faire quand je me suis rendu compte qu'elle était vraiment pas au courant. Ça fait que tu les as invités. Ah, mais Marie, c'est elle qui s'est invitée. Enfin, qui s'est invitée avec lui. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise? Je sais pas, moi, t'aurais pu lui dire, je sais pas, que les conjoints étaient pas invités. Mais je lui avais déjà dit que j'étais invité. C'est vrai que depuis le temps, t'es plus un conjoint, tu fais quasiment partie de la famille. Je suis pas sûr que ce soit un compliment, ça. Mais enfin, Christian ne le sait pas que je fais partie de vos meubles. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça que ça voulait dire. Ben non, puis tu le sais. Bon, commence ce souper-là d'un bien mauvais pied. Puis Dieu sait comment il va finir. Merci beaucoup. Donc ça, c'était la première scène, une scène qui permet de comprendre un peu qui sont les... Ils sont tous là, hein. Ils sont tous là, 2, 4, 6, 8. Non, pas tout à fait, il y a Claire qui va arriver. Claire avec son amoureux. Irma, si tu... Non, mais alors là, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai vu la répétition il y a 2 jours. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que il y a une différence en une séance. Je veux dire, et quand on pense qu'il y a encore... J'insiste sur le fait que, normalement, vous ne devriez pas voir ce qui est en train de se passer là. Il y a encore 15 séances de répétition. Donc, le travail va vraiment évoluer. Je vous dis ça, c'est pour vous noter dans votre agenda de venir voir la pièce, hein, à la fin du mois de juin. Donc, on peut parler de la deuxième scène, qui n'est pas la deuxième scène de la pièce, mais la deuxième scène qu'on va voir. Oui, alors là, il y a une petite astuce, c'est qu'on a... Il y a un rôle
il y a le rôle de l'auteur, et puis il y a les comédiens. Les faits sont les faits. Moi, j'ai une classe et il est question de faire travailler tout le monde. Il est question que chacun ait quelque chose de conséquent à défendre, à jouer. Alors, il s'est passé deux choses, c'est que j'ai confié à Marco deux rôles. Il joue donc l'auteur pendant une partie de la pièce. Là, on a vu le système que Michel Tremblay a instauré, grâce à ses interventions, ses coupures, ses reprises, qu'on va encore affiner, qu'on va encore développer. Et puis là, il va se transformer en Christian, l'amoureux critique de théâtre, de Claire, la dernière sœur qui n'est pas encore arrivée. Et puis, dans le fil de la pièce, évidemment, il y aura un petit instant comme ça de surprise, que vous verrez au mois de juin. Et là, juste simplement, Marco va prendre cette place. La place donc du vous critique. La place du critique. Voilà, il va incarner maintenant Christian, le critique. Dans la pièce, que j'ai pris mes petites notes, que je n'oublie rien, vous l'avez donc remarqué, il y a des alliances, il y a Gisèle, Marie et Benjamin ont préparé cette soirée, ont préparé l'accueil, la dinde est dans le four, vous en saurez un peu plus dans quelques instants, je crois. Et puis il y a les intrus, donc qui vont plus tarder maintenant. Et puis il y a un peu du conflictuel à l'interne. Je l'explique quand même un tout petit peu parce qu'on n'ira pas jusqu'aux aveux de Claire qui s'épanche à partir d'un certain moment. Elle est en fait tombée complètement... c'est pas Claire, c'est Marie. Elle est tombée amoureuse du mec de son frère. Donc le frère et le mec, ils sont ensemble, donc, et ça marche pas trop bien dans ces cas-là. Et puis, justement, c'est un peu la raison qui fait qu'il se rentre dedans tout le temps, qu'elle l'agresse, qu'il lui répond. Pardon, c'est Laurent. Il s'agresse, voilà. Mais elle a eu une émotion extrêmement puissante envers lui et c'est exclu, donc ça donne un truc difficile dans la famille. J'ai aussi fait une adaptation de la pièce pour que ma huitième comédienne ait quelque chose à faire, c'est que le rôle de Benoît, je l'ai séparé en deux et j'ai inventé une Charlotte. Voilà, ça c'est les petits ajustements qu'on fait entre amis, puis qu'on n'avoue généralement pas, surtout pas à l'auteur, il serait furieux. Dans le cadre d'une école, on peut aller dans ces directions-là. Si c'était une production professionnelle, il aurait fallu, Dieu merci il est vivant, mais que je fasse vraiment là, alors une soumission à l'auteur pour faire une telle adaptation. Ça se négocie peut-être parfois, pas toujours, mais voilà. Ici on est dans le cadre d'un exercice, on est dans le cadre d'un travail d'apprentissage pour des apprentis comédiens. Avant de lancer la deuxième scène, ce qu'on peut rajouter quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'apprentissage du texte, mais il y a aussi l'apprentissage du mouvement. Et c'est assez perturbant de savoir de où à où on va se déplacer. Et puis on doit penser aussi à l'émotion. Donc à un moment donné, il faut oublier le texte. Ça, on pourra en parler après avec les indications qui sont données. Mais ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Michel Favre. Voilà. Là, on va sauter à la scène 13. Mesdames, Messieurs. Il y aura eu une petite explication. Ces deux personnages, Gisèle et Laurent, jouent dans une série télévisée et il leur est arrivé un petit désagrément que Gisèle essaie d'éclaircir, c'est que ce cher Laurent, il est allé manger une pizza à midi et avant la prise dans laquelle il devait s'embrasser goulûment. C'était assez infernal avec tout l'ail qu'il y avait dans la pizza. Comme ça détend l'atmosphère. À vous. Vous avez entendu? Lisa! On a vu des lumières. Puis on a entendu un bruit moteur, la grande actrice est parmi nous. Puis la dinde, qui est toujours pâle comme une morte. Comme Marie, à la fin, dans la Dame aux Camélias. Au moins, la dinde tousse pas, elle. Ça sent la dinde jusqu'au bout du chemin. C'est quand même incroyable que vous avez réussi à tuer l'honneur de la forêt. Elle sent fort, mais elle cuit pas. La dinde, elle rôtit depuis 2 ans, elle sera pas prête avant Noël. Vous n'avez quand même pas sérieusement envie de manger dehors? Il fait déjà noiré.
Il va bientôt faire froid et les animaux vont sortir de la forêt pour venir manger dans nos assiettes. C'est exactement ce que je disais. Il faisait tellement beau. En plus, je sais même pas si on a assez d'éclairage. J'aime ça, moi, voir ce qu'il y a dans mon assiette quand je mange. On a des Vous n'y chandelles. avez même pas pensé. On a des chandelles en masse dans la maison. Je vais allumer la lumière du porche. Ça va être beau pour le teint, ça. La boisson va peut-être nous mettre un peu de couleur, si on finit par en avoir. Ah bon Dieu, c'est vrai, le champagne. Et que c'est pas vivre. Mais il manque un verre de jus de tomate. Oui, j'allais justement le remplacer. C'est toi qui l'as bu. Oui, j'avais soif et t'arrivais pas. Il me semblait bien. Personne de la famille n'aurait osé faire ça. Je vais t'aider, je vais sortir les cacahuètes. Oh, avant de vous sauver, laissez-moi vous présenter Christian. Christian. Non pas qu'il y ait besoin de présentation, tout le monde le connaît. Christian. Mais c'est certainement la première fois que tu as l'occasion de rencontrer le clan au complet. Oui, c'est impressionnant. La plus grande famille d'artistes du Québec. Ça commence souvent par des compliments. C'est après que ça se gâte. Je sais que je suis particulièrement pas bienvenu, mais dites-vous que je suis pas du tout là en tant que critique, C'est ce qu'il me dit depuis qu'il sait qu'on a été invité. mais en tant que... Alors, on va faire une petite reprise. Vous l'avez compris, on fait une petite astuce. En fait, Jean-Marc est sorti, et puis c'est Christian qui revient, avec le même comédien. Donc ça complique un peu les affaires. Ce que j'ai choisi aussi, c'est de le mettre de dos, pendant un tout petit instant. Sauf que là, Marco, on va pas le faire durer autant. On va le manifester. J'espère que là, aujourd'hui aussi, c'est un peu un éclairage de travail. Donc on pourra peut-être faire mieux. On pourra faire peut-être plus précis. Mais on va te placer vraiment très centre pour affirmer la chose. Et puis il faut que tu descendes un peu plus tôt. Parce qu'il peut quand même pas entendre ce qu'on dit dans son dos. Ça commence toujours par des compliments, puis ça finit toujours dans un machin. Donc là, on va ajuster un petit peu cette entrée-là. Donc on reprend juste un peu au-dessus. Attendez, il faut que je vous présente Christian. On est à peu près là. Ok. C'était bien là, au fond, on va partir chercher les cacahuètes. Alors peut-être un peu au-dessus de ça. Je suis bête. Si on obtient quelque chose à boire, je ne sais pas quelle est la phrase exacte. La boisson va peut-être nous mettre en joie, etc. La boisson va peut-être nous mettre un peu de couleur, si on finit par en avoir. Ah bon Dieu, c'est vrai, le champagne. Et que c'est pas vivre. Mais il manque un verre de jus de tomate. Ah oui, j'allais justement le remplacer. C'est toi qui l'as bu. Oui, j'avais soif et t'arrivais pas. Il me semblait bien. Personne de la famille n'aurait osé faire ça. Je vais t'aider, je vais sortir les cacahuètes. Oh, avant de vous sauver, laissez-moi vous présenter Christian. Non pas qu'il y ait besoin de présentation, tout le monde le connaît. Christian, c'est certainement la première fois que tu as l'occasion de rencontrer le clan au complet. Oui, c'est impressionnant. La plus grande famille d'artistes du Québec. Ça commence souvent par des compliments. C'est après que ça se gâte. Je sais que je suis particulièrement pas le bienvenu, mais dites-vous que je suis pas du tout là en tant que critique, C'est ce qu'il me dit depuis qu'il sait qu'on a été invité. mais en tant que... Je sais pas si j'oserais dire... Ami? À ta place, je le laisserais faire. À partir de maintenant, vous allez être obligé de le voir souvent, hein. Sauf si on décide de plus te fréquenter. Hein. Claire m'a tellement parlé de la maison de son enfance. Elle appelle ça ses années Vaudreuil. C'est vrai que ça a l'air d'être une belle maison. En tout cas, l'environnement est magnifique. Je sais que j'ai l'air du loup dans la bergerie ou de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, mais... J'espère que t'as pas préparé de discours, Christian. Parce que là, on est bien élevés. Hein. On est civils. Il faut pas nous en demander plus. Ouais. Mes sœurs, mon mec, puis sont des excellents acteurs. Bois notre champagne, mange notre dinde. Fais des rises à ta classe, si tu veux. Mais demande-en pas plus. Merci beaucoup. Là, on a vu en direct la différence. Vous avez vu l'effet de différence. Ça fait quand il se retourne un petit peu plus tôt, l'interaction qui a lieu, on voit tout de suite le changement. Alors peut-être ce qu'on peut faire avant d'entamer la troisième scène, c'est de rappeler, parce que c'est pas forcément facile, qui est qui. Alors, moi je suis pas très douée pour ça, mais je vais essayer, on va voir si j'ai bien compris. Donc, on a un couple ici. Ici, non, ils sont tous frères et sœurs. Et on a Marie qui est amoureuse de Laurent, qui est avec son frère. Les autres sont tous frères et sœurs. Et on a le critique qui est là, qui a critiqué tout le monde et qui maintenant s'offre avec la sœur. Ce qu'on peut rajouter, si je ne me trompe pas, ce qu'on peut donner que dans l'intrigue, c'est le fait qu'il y a des comédiens de télé...
série. Oui, Une série il y a- télé à alors, succès. Oui, et puis alors, ils ont différents niveaux de De succès. Oui, et Notoriété. puis de reconnaissance, en tout cas. Bon, voilà, ça parle. Alors, c'est l'occasion pour Michel Tremblay de se payer un peu la critique. C'est un auteur qui a dû lutter, qui a beaucoup défendu des causes pour lui, pour son monde. Il y a eu beaucoup d'agressions du monde homosexuel à Montréal. Lui, il a écrit dans ce sens-là, il a défendu des causes de ce genre-là. Et puis on le dit, hein, les gens qui savent exercer un métier, ils l'exercent. Ceux qui l'exercent mal l'enseignent. Et puis ceux qui l'exercent encore plus mal le critiquent. Ça, c'est les échelles. Hein. Donc, voilà. Alors, Tremblay, il s'est un peu vengé, et il se venge un peu dans cette pièce, dans cette direction-là. Donc, on a ce concept sous-jacent, et puis, je sais où vous voulez en venir. Ce qu'on peut dire, c'est que pour cette troisième scène, ce qui était intéressant à montrer au public, c'est le travail de rythme. Parce que là, vraiment, c'est un travail d'orfèvre, on va dire, et le rythme a toute son importance. Et là, on va pouvoir voir l'interaction que vous avez avec vos comédiens pour structurer ça. Oui, et bien alors, et puis ce qu'il a surtout, alors c'est là que je voulais arriver, c'est qu'il a un goût particulier pour le travail choral, pour le travail de rebond d'un personnage vers un autre, dans un grand groupe où tout à coup les choses circulent, se traversent, etc. Et là, on va aller sur une séquence dans laquelle il y a une autre difficulté, c'est vraiment, on va se retrouver avec deux scènes parallèles, qui sont des choses qui sont, pour nous, au théâtre, toujours très très complexes à mettre en jeu, parce que le spectateur doit absolument savoir quoi entendre, quoi écouter, quoi observer, et puis voilà, pouvoir absorber toutes les informations. Donc on va aller vers cette direction-là maintenant, dans la séquence 14, 18, 18. Voilà, ils sont mieux au courant que moi. Action. On est devenu plus qu'un cliché de famille dysfonctionnelle. Je deviens un emblème. On peut pas se retrouver à plus de 2 sans que la merde surgisse. Vous aimez ça? Sans doute. Tu penses qu'ils s'en doutent? En tout cas, j'ai hâte qu'elle me lâche. Qui ça? Et ta sœur? Non, mais il serait temps Elle qu'elle est me même lâche plus un capable peu, de dire non? son nom. Bah, elle a toujours été comme ça. Quand elle prend quelqu'un en grippe. Mais pourquoi est-ce qu'elle me prendrait en grippe? Ah, pour être capable, je suis capable. Je lui ai Si rien tu fait. savais, C'est peut-être quelque chose que t'as dit. je me le répète 100 fois par jour. Quelque chose que t'as fait. J'ai plus que ce nom-là en tête. C'est peut-être rien du tout. Je l'ai pas voulu. Ça va finir par passer. Le pire, c'est que c'est arrivé tout d'un coup. Mais pourquoi est-ce qu'elle me tombe dessus aussitôt qu'elle me voit? Je l'ai pas vu venir. Voyons donc. Je te jure, je l'ai pas vu venir. Bon, laisse-la faire. Je l'ai toujours trouvé gentil. Elle va finir par jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. Je l'ai toujours trouvé beau. Quand Benoît l'a rencontré, t'arrêtais pas de te pâmer. Je le sais, mais c'était juste... Elle va finir par jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. On a le droit de trouver quelqu'un beau sans que ça porte à conséquence, non? J'espère. Mais là, Non, j'espère parce que là, c'est devenu insupportable. t'es le seul à le savoir. Jure-moi que t'as rien dit à personne. Ben non. Parce que s'il fallait que ça se sache, Insupportable. j'en mourrais, je pense. Je l'ai dit, insupportable. Ah, Marie, franchement. occupe-toi pas d'elle. C'est vrai, C'est plutôt difficile. de honte, plus que d'autre chose. Mais c'est vrai. Elle me tombe dessus aussitôt qu'elle me voit. T'es pas la première femme qui tombe amoureuse d'un gars comme lui. Mais c'est le mec de mon frère, Ben. Je le connais depuis des années. Je le considérais comme mon petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Merci beaucoup. Alors, évidemment, là, c'est comme si vous aviez pris le toboggan juste avant la piscine, hein, parce qu'il y a tout un tas de choses qui amènent à cette situation, qui la rend plus possible. Là, c'est très abrupt, évidemment. Mais pour vous démontrer un peu cette recherche que nous oblige à opérer Michel Tremblay avec ces deux situations. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui. D'accord. Donc, j'aimerais essayer de... On va faire un petit exercice que nous avons déjà fait. C'est que on va essayer de plus segmenter les choses. On va le prendre plus lentement. Et puis, vous allez vous efforcer de un peu plus vous parler de l'un à l'autre. Parce que là, on est un peu dans la technique, puis on est un peu dans quelque chose où il y a une nécessité. On va un peu oublier le rythme dont on a parlé tout à l'heure. Essayez de bien vous adresser les choses qui sont vos préoccupations de personnage. Et il veut savoir, lui, vous vous souvenez, hein, lui, il a besoin d'être... il cherche l'empathie pour cette sœur qui, elle, raconte cette souffrance. Et puis de ce côté-là, on a Laurent qui se plaint aux deux autres. Et les deux autres aussi, vous êtes dans une recherche d'empathie et de témoigner de votre écoute à Laurent. Donc on le prend plus lentement et on le prend dans cette observation et cette recherche de générosité réciproque. Vous avez le temps parce que maintenant ils ont déjà vu une fois. Alors ils sont d'accord. On commence avant ou... On recommence tout de suite sur tu crois qu'ils s'en rendent compte. Prends ton temps, respirer. Tu penses qu'ils s'en doutent? En tout cas, j'ai hâte qu'elle me lâche. Qui ça? Bah, ta sœur. Il serait temps qu'elle me lâche un peu, non? T'es même plus capable de dire son nom. Ah, tout a été comme ça. Quand elle prend quelqu'un en grippe. Alors attention, là il faut qu'on le détache un tout petit peu. Il y a un rendez-vous, c'est Mais presque c'est parce l'un sur qu'après le l'autre. bain, lui, il faut que je dise. Il y a un truc où c'est l'un sur l'autre, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent parce que sinon là on est perdu, nous, spectateurs. Alors on reprend, c'est pas grave, on refait. C'est juste, il y a qui ça, ta sœur, c'est quoi le texte? Ta sœur. Ta sœur, il serait temps qu'elle me lâche un peu, non? Et puis toi en même Ben temps. lui, et après c'est à moi. Ta sœur, ben lui. Ouais, c'est juste ta sœur, ben lui. Respire parce qu'il faudrait. Ok. Je crois que vous m'avez plus compris que moi-même. 3, 8. Tu penses qu'ils s'en doutent? Il serait temps qu'elle me lâche un peu. Qui ça? Bah, ta sœur. Ben lui. Il serait temps qu'elle me lâche T'es un même peu. plus capable de dire son nom? Elle a toujours été comme ça. Attention, là vous vous marchez dessus. C'est dommage. Tatim, tatam, tatim, tatam. C'est qui ça en même temps? Ta sœur et lui? Ben lui. Ben lui. Ta sœur, ben lui. Mais après, il faut que ça se détache. Il faut me prendre au-dessus, Michel. Ouais? Juste un peu au-dessus. Un petit peu au-dessus. Où? C'est le truc. Alors, où? Bah, carrément, on fait au début, penses comme que- on fait au début. Comme ça, Alors, on le reprend on a comme le on le rythme. reprend comme on l'a attaqué aujourd'hui. On est devenu plus qu'une famille. On est devenu plus qu'un cliché de famille dysfonctionnelle. On est devenu un emblème. On peut pas se retrouver à plus de 2 sans que la merde surgisse. Mais vous aimez ça? Sans doute. Tu penses qu'ils s'en doutent? En tout cas, j'ai hâte qu'elle me lâche. Qui ça? C'est ta sœur? Ben lui. Il serait temps qu'elle me lâche un peu, non? T'es même plus capable de dire son nom. Elle a toujours été comme ça. Quand elle prend quelqu'un en grippe. Mais pourquoi est-ce qu'elle me prendrait en grippe? Ben, pour être capable, je suis capable. Si tu savais. Je lui ai rien fait? C'est peut-être quelque chose que t'as dit. Je me le répète 100 fois par jour. Quelque chose que t'as fait. J'ai plus que ce nom-là en tête. C'est peut-être rien du tout. Je l'ai pas voulu. Le pire, c'est que ça m'est arrivé tout d'un coup. Mais pourquoi est-ce qu'elle me tombe dessus aussitôt qu'elle me voit? Je l'ai pas vu venir. Voyons donc. Je te jure, je l'ai pas vu venir. Ça va finir par passer. Je l'ai toujours trouvé gentil. Laisse-la faire. Je l'ai toujours trouvé beau. Quand Benoît l'a rencontré, t'arrêtais pas de te pâmer.
Je le sais, mais c'était juste. Elle va finir par jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. On a le droit de trouver quelqu'un beau sans que ça porte à conséquence, non? J'espère. Mais là, Non, mais j'espère parce que là, ça devient insupportable. t'es le seul à le savoir. Jure-moi que t'as rien dit à personne. Ben non. Parce que s'il fallait que ça se sache, Insupportable. j'en mourrais, je pense. Non, elle est devenue insupportable. Marie, franchement. Occupe-toi pas d'elle. Mais c'est vrai. C'est plutôt difficile. De honte, plus que d'autre chose. Mais c'est vrai. Elle me tombe dessus aussitôt qu'elle me voit. N'accélérez pas trop. T'es pas la première femme qui tombe amoureuse d'un gars comme lui. Mais c'est le mec de mon frère, Ben. Je le connais depuis des années. Je le considérais comme mon petit frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Merci beaucoup. Oui. Voilà, c'est toute la sensibilité qu'il faut trouver. Il faut essayer d'être dans une authenticité et une vraie recherche intime pour que quelque chose soit vraiment... Moi, c'est ce que je dis toujours à tous mes comédiens, à tous les élèves, etc. C'est nourrir la pensée. Il n'y a pas de comment, mais il n'y a que du pourquoi. Par où on passe pour dire ça. Là, ce que je suis en train de faire, là, je cherche mes mots. Et ben, c'est essayer d'aller retrouver ça, même si on a déjà un texte écrit. Et voilà. Bon, merci beaucoup. On peut dire aux comédiens qui sont en coulisses de venir sur scène. Bravo. Merci. Parce que, évidemment, c'est un travail qui continue. Et mais si on peut-être derrière. Ok. Derrière. Et puis, vous pouvez revenir pour parler, Trina Lobo et Jean Herbier. Alors, c'est vrai que là, c'est un travail d'étude, on va dire. Il n'y a pas de budget pour les costumes. Quand on a fait quand j'ai vu la répétition mercredi, une des comédiennes avait une robe, pour essayer comme ça, pour voir une robe, elle n'avait pas la bonne robe, elle avait une robe orange, safran, assez vivante. Et ça change tout. Elle est où? Elle est là. Voilà. Et donc, du coup, avec cette couleur qui ressort, ça donne une personnalité, enfin, ça ressort le caractère du personnage. C'était pas l'objectif. Donc là, vous, en tant que spécialiste, est-ce que ça vous arrive d'arriver sur une pièce où il y a déjà une esquisse des couleurs ou des choix qui ont été faits, où vous arrivez et vous donnez votre point de vue? Et si vous deviez le faire, qu'est-ce que vous pourriez dire pour l'extrait d'aujourd'hui? Alors, en général, évidemment, à nouveau, on revient au budget. S'il y a les comédiens qui amènent leurs choses à eux, il y a... surtout, c'est au niveau du lien avec le décor et puis avec chacun entre eux. Donc, là, vous trouvez qu'il y a une cohérence? Des fois, il y a justement la robe à fleurs, les robes à paillettes. D'un coup, il n'y a pas vraiment une cohérence totale. J'irais peut-être, on dirait 2 robes de soir et une robe plus de journée. Et je vais dire peut-être on va essayer tout le monde plus soirée ou tout le monde plus robe d'après-midi, de cocktail. Mais peut-être que ça a du sens de faire un décalage entre les personnages. Ça montre qu'il n'y a pas la même compréhension et la même valeur qui est donnée à cet événement par tous les personnages. Ça peut être un choix de mise en scène. Oui, aussi. Non, là, on est encore dans l'esquisse. Je pense qu'on n'a pas arrêté totalement définitivement et on va probablement profiter de cette remarque. Non, parce que moi, ça me plaît assez qu'il soit élégant. C'était la seule notion que je pouvais proposer puisqu'on n'a pas de budget du tout. Mais l'idée, c'était que les garçons soient élégants, qu'on se retrouve avec des chemises, des pantalons. Pour moi, le jean sur scène m'intéresserait que si vraiment il y avait une raison impérieuse. Sinon, on emporte toute notre vie. Si c'est en plus les mettre dans la fiction, ça m'amuse moins. Mais voilà, l'idée, l'orientation était plutôt dans ce sens-là. Alors, il y a aussi des indications qu'on donne sur les personnages aux comédiens. Et j'imagine est-ce qu'il y a une différence entre quand on donne des indications à un comédien qui est encore en train d'apprendre, puisque ce sont des étudiants, à qui on va donner certaines indications et après il doit se débrouiller parce que finalement c'est pour un examen, ou alors, Jean Herbier, on est plus précis, on vit, je sais que vous quand vous donnez quand vous mettez en scène, vous vous mettez presque à la place du comédien, vous jouez la scène, vous la vivez. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Comment c'est votre façon de donner des indications, un peu, beaucoup, plus?
En fait, je pense que c'est comme pour Michel, ça dépend à chaque fois de la relation qui s'est instaurée entre l'interprète, entre vous et puis la personne qui est le premier regardant, qui est le metteur en scène. Donc parfois on peut beaucoup alimenter, c'est-à-dire beaucoup dire. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de Benno Besson. Benno Besson, lui, il donnait toutes les intonations sur une phrase. Il la dictait, comme on dit. C'est-à-dire qu'il dit exactement et tant que l'acteur ne fait pas ça, ça va pas. Et puis après, il y a ceux qui comprenaient puis ceux qui comprenaient pas, parce que il ne faisait pas que du son. C'était pas juste de dire c'est que c'était du sens. Parce que si vous êtes en train de dire quelque chose, comme là je suis en train de le faire, en train de dire quelque chose, en train de dire quelque chose, en train de dire quelque chose, là j'induis quelque chose dans le sens et de ce que ça va donner à mon partenaire. Et puis il y a des gens qui ne parlent pas du tout dans la mise en scène, qui vont regarder, puis de temps en temps, je pense à un grand exemple, un metteur en scène qui s'appelait Klaus Michael Gruber, très immense metteur en scène allemand, et lui il disait très très peu de mots. Et donc, les acteurs étaient très à l'écoute, essayaient des choses. Et j'ai le souvenir, parce qu'il a fait une mise en scène historique de Bérénice à la Comédie Française. Et les actrices et acteurs que j'ai rencontrés après me disaient, mais quand tout d'un coup il parlait, tout le monde était là. Et que ça les nourrissait pendant plusieurs semaines. Et il y en a d'autres, comme Patrice Chéreau, qui lui intervenaient tout le temps. C'est-à-dire qu'il serait venu et vous aurait pris là comme ça, parce que le corps était très important, donc il faisait bouger, il reprenait. C'est deux extrêmes d'approche et de direction d'actrices et d'acteurs. Et après, ça s'invente avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément au même endroit, au même moment de l'élaboration du travail, des besoins, et que je crois que notre boulot à nous qui vous regardons, c'est d'être à l'écoute et d'essayer de vous, c'est un aller-retour entre ce que vous faites là, ici et maintenant, et puis ce qu'on vise. Et il ne faut pas voir ce qu'on a envie de voir, mais ce qu'il y a vraiment. Et c'est sur cette honnêteté-là, de partir de ça, et puis ensuite de faire bouger. Sur les rapports, sur la relation, sur les corps, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les autres qui parlent, et puis qu'on attend ici, est-ce qu'on attend, est-ce qu'il faut meubler, combler, c'est plein de questions qu'on peut se poser avec vous et essayer d'aider. Je crois que nous, notre boulot, c'est d'essayer d'aider à la fois pour le public à raconter l'histoire, et puis à vous de l'interpréter. Alors les exigences ne sont pas forcément exactement les mêmes quand on a un élève de 4e ou de 5e année. J'imagine que vous avez des questions à poser. On a un micro ici qui va pouvoir venir. Je fais exprès de prononcer une phrase avec beaucoup de mots. Ça va vous donner le temps de réfléchir à la première question que vous allez poser. Mais juste avant que je vous donne le micro, vous, en tant que comédien, comment vous avez senti cette expérience aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Parce que ce n'est pas évident de jouer quand on est en train de préparer et de travailler encore. Laurent. Non, je pense que c'est une chouette expérience. Je veux dire, ça permet de déjà nous mettre un peu en condition avec du public. Et je pense que ça, c'est important, pour surtout peut-être des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer. Donc ça aide, c'est bien. Et puis c'est un travail qui est très très intéressant. Les explications aussi qu'on vient d'avoir d'un metteur en scène Moi, je vois une vraie différence entre la répétition de mercredi et d'aujourd'hui. Mais vous avez répété encore beaucoup de fois depuis mercredi? Non, je pense que c'est la façon de digérer les informations? Je pense que c'est le fait de savoir qu'il va y avoir du monde et tout ça, ça nous met déjà en condition. Donc on va, quelque part, on se prépare inconsciemment. Il n'y avait pas assez de pression juste avec moi mercredi, c'est ça? Et ça apporte autre chose. Et ça en apportera encore plus le 23. Ouais, on va venir au rendez-vous. Alors, qui c'est qui a une question? À qui on pourrait donner le micro? Près de la bouche, Maxime. Bonjour, moi j'avais une question plutôt à Michel. Bon, je sais que tu as des contingences pour choisir une pièce, donc avant même l'envers du décor. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec un même nombre d'étudiants, l'année passée tu aurais choisi quelque chose? Il n'est pas allumé le micro, c'est ça? Il n'est pas allumé. Alors on a l'envers du décor. L'année passée, le régisseur, voilà, hop. Pièce
On l'allume. X, et cette année tu as choisi celle-là. Est-ce que c'est parce que tu as observé le groupe et c'est ça qui a fait que ça t'a inspiré vers quelque chose? Est-ce que c'était ton envie du moment? Est-ce que vous vous êtes consulté? Comment ça se met en place? Je lis passablement. J'ai été curieux de la littérature théâtrale du Québec et j'ai lu pas mal de pièces. Et puis la découverte de celle-ci particulièrement m'a attiré. Et puis j'ai fait un espèce de compte à un moment donné. J'avais la promesse d'avoir un certain groupe avec un certain nombre d'hommes, un certain nombre de femmes. Et puis j'ai commencé à imaginer que ça allait pouvoir fonctionner. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire quelques adaptations, de séparer un rôle en deux rôles, etc. Ensuite, il y a aussi, pour certains personnages dans la pièce qui ne s'expriment pas autant que les autres et qui ne permettent pas aux comédiens de faire une expérience suffisante, j'ai aussi choisi d'insérer 2 séquences de Anton Tchekhov, des séquences de La Mouette, qui sont assez concordantes parce que c'est la toute première scène de Treplev et Sorine, lorsque Treplev présente « Voilà notre théâtre ». Je trouvais que c'était une belle ouverture pour nous aussi. Puis ensuite, il y a une séquence Nina Treplev, qui est la séquence dans la pièce de La Mouette de nouveau, dans laquelle ils se retrouvent bien des années après avoir rêvé ensemble de devenir des artistes, et puis que c'est parti un petit peu différemment de ce qu'ils avaient espéré et rêvé. Mon choix s'est fait dans ce cas-là comme ça. De toute façon, dans n'importe quel cas, j'ai besoin d'avoir une attirance pour la pièce. C'est pas juste faire un exercice. Il y a des choses qui sont peut-être récurrentes dans ce que j'ai travaillé avec des élèves, parce que c'est des choses qui offrent des possibilités de travail assez intenses ou bien des découvertes, mais j'ai besoin d'être convaincu de toute façon avant d'attaquer. Puis après, on fait des aménagements selon les nécessités. Je vais rechercher un monologue. Si une année, je monte un Feydeau, et puis que de nouveau, j'ai plus d'acteurs qu'il y a de drôles, ou bien que c'est déséquilibré, je vais me débrouiller pour aller chercher un monologue chez Feydeau aussi, dans une autre pièce, ou dans sa série de monologues pour un homme seul. Voilà. C'est la même chose lorsque je fais une réalisation professionnelle. C'est d'abord, il y a une nécessité intérieure, il y a un élan vers un récit. Je suis plutôt dans le récit, moi. Je pense pas que je... Maintenant, c'est trop tard pour que je me mette à l'écriture de plateau. C'est jamais trop tard. non. Mais non, je suis plus dans l'œuvre, le récit, et essayer de le rendre explicite, le rendre compréhensible immédiatement. Ma pensée, c'est toujours la même comme metteur en scène. C'est que le spectateur, il n'a pas le temps de remonter d'un chapitre pour se retrouver le sens de ce qu'il a perdu. Si c'est perdu, c'est perdu. Donc mon effort, c'est toujours que ce soit le plus clair et le plus immédiat possible. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est enthousiaste. Après, le micro vient vers vous. Bonjour. Ma question s'adresserait plutôt à un ou une des comédiennes en herbe. C'est par rapport à l'apprentissage du par cœur. Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites pour mémoriser votre texte et dans quelle mesure vous vous laissez ou non déstabiliser si vous ne dites pas exactement le mot qui devrait venir dans le texte selon l'auteur, mais c'est un mot qui lui ressemble. Moi, je peux répondre. Oui. Il y a eu tout à l'heure, par exemple... Est-ce qu'elle doit prendre ce micro-là ou elle peut le faire avec le sien? C'est bien comme ça. D'accord. Pour apprendre, donc on commence par le lire plusieurs fois et d'intégrer quand même le personnage. C'est-à-dire je pense qu'il faut beaucoup le lire pour s'imprégner du personnage avant de commencer à apprendre par cœur. Et puis après, on apprend son rôle. Après, ça dépend du nombre de répliques qu'il y a entre. Ici, par exemple, c'est parfois un petit peu compliqué. Moi, il y a des scènes, par exemple, celle où on est en 2 groupes. J'ai appris le mien, mais c'était pas très compliqué et j'étais assez vite dedans. Et puis j'ai vu que pour bien le retenir, il fallait que j'apprenne en fait tout. Parce que sinon, je m'en sortais pas. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en général,
mais c'est parce qu'on n'est pas encore au stade final. Il y a des répliques qui vont pas toujours au même endroit, qui se chevauchent, et là tout à l'heure quand on l'a fait, ça s'est interverti, et hop, j'ai rebondi, j'ai continué, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais c'est pas grave, j'ai continué. Mais ça dépend s'il y a beaucoup de répliques entre nous ou pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple qu'un monologue tout seul, on est tranquille. Après, c'est important. Le monologue, ça peut effaroucher, effrayer complètement un acteur qui fonctionne parfaitement bien dans les scènes à plusieurs ou à deux, et qui tout d'un coup, parce qu'il doit prendre la parole seul, qu'il doit porter le plateau tout seul, ça peut être totalement affolant. Après, pour répondre aussi à votre deuxième partie de question, c'est important de soutenir. Voilà, s'il y a un blanc, quand même essayer de mettre une réplique pour que ça puisse enchaîner et voilà, pour se soutenir tous ensemble et pas se laisser déstabiliser. Exactement. Ouais. On a la possibilité encore de continuer à discuter ensemble. Vous allez pouvoir le faire puisqu'il y a des costumes que vous allez découvrir, notamment On ne badine pas avec l'amour, c'est ça, oui. qui sont en haut. Et vous allez pouvoir discuter avec la costumière. Mais on va prendre encore des questions avant d'aller se détendre et discuter tous ensemble. On vous écoute. Alors bonjour déjà. J'ai une question à vous, messieurs, dames. Par rapport au track, vous l'avez quand ? Vous l'avez avant d'arriver sur scène et au moment où vous jouez ? Avant, pendant et après. Non, pas après. Non, avant, pour ma part. Je peux répondre. En fait, c'est dès qu'on arrive sur... Enfin, pour moi, hein, c'est dès qu'on arrive sur scène, dès qu'on est face au public. Et puis après, c'est une courbe qui descend, quoi. C'est un gros pic dès qu'on est sur scène. Et ensuite, ça s'efface. Pour moi, c'est comme ça. Après, on est emporté par la pièce. Les spectateurs, s'ils sont intégrés vraiment dans la pièce ou pas. J'ai pas compris. Non. Les spectateurs. En fait, on essaye d'oublier cette partie-là et d'appliquer en quelque sorte ce qu'on a fait lors des répétitions. Le but du jeu, c'est qu'on a plein de moyens mémotechniques en fonction de notre placement, du sentiment qu'on devrait avoir à ce moment-là, de ce que nous dit l'autre. L'objectif, c'est vraiment de vivre le moment et de jouer ce moment-là. Et donc le track, pour ma part, c'est avant, et puis dès qu'on est sur scène, à partir du moment où on a lancé la première réplique, on est dedans. Le but du jeu, c'est d'être dedans. Et vous avez le track avant, pendant ou après avoir posé la question? Avant. Et un peu pendant. On peut descendre le micro, il y a une main qui s'est levée. Ah pardon, allez-y encore, oui. J'ai une autre question. Sur sa question. Comment ça se passe justement quand vous êtes, là on a vu, quand vous êtes entre guillemets interrompu, pour reprendre en fait où vous en étiez, pour vraiment vous remettre dans le rôle à l'instant T? Alors, je pense qu'un comédien, il doit toujours être prêt à aller à l'écoute des autres. Donc il y a un moment des impros aussi. Si on est à l'écoute, on est prêt à improviser. Et si on est prêt à improviser, il y a parfois des scènes qui sont même plus belles parce qu'elles sont improvisées et c'est encore plus naturel. Et je pense que le boulot de comédien, c'est justement gérer ce stress. Un comédien détendu, c'est mieux qu'un comédien stressé. Donc le but, c'est justement, le stress, il est là, mais si on arrive à bien le gérer, à se détendre, et une fois qu'on est sur scène, je pense qu'après, ça va mieux. Mais la réalité, là, on a affaire à des élèves comédiens, mais sur le terrain, il y a parfois des stars qui ne sont pas forcément bienveillantes les unes avec les autres. Moi, j'ai déjà interviewé des comédiens qui racontaient que exprès, comme dans la scène qu'on a vue numéro 2, il y en a exprès qui vont manger de l'ail pour déranger l'autre comédien. Ou alors, il y en a au théâtre, par exemple. Si je regarde vers le bas, vous ne voyez plus mon regard. Et il y a des comédiens, pour décontenancer l'autre comédien, il ne va pas le regarder dans les yeux, il va le regarder juste un petit peu au-dessus ou un petit peu en bas pour qu'on voit le regard. Et donc ça, il faut réussir à faire. Vous n'avez peut-être pas ce genre de compétition, mais il faut réussir à faire face à ça. Peut-être il y a une question. Ça nous donne des idées, merci. On travaille plus avec ceux-là. Le micro, il peut redescendre. Parce qu'il y a un apéro. Je ne voudrais pas vous priver de ce moment convivial qui est prévu par le Conservatoire populaire et qu'on puisse discuter tous ensemble. Mais je voulais juste vous remercier
remercier pour vos réponses et vous dire que moi, je suis vraiment rentrée dans les scènes. C'était très chouette. Merci. Bravo. C'est intéressant parce qu'on parle des métiers qui sont autour du théâtre et on a envie de poser des questions surtout aux acteurs. C'est intéressant. Tu as une question? Non? Alors il descend encore le micro. Bonjour et bravo. Moi j'ai une question par rapport au metteur en scène. Quand vous travaillez vos textes, est-ce que c'est vous qui donnez, évidemment c'est vous, les rôles à chacun, ou bien dans la discussion que vous avez après avec eux, chacun choisit un petit peu ce qui l'intéresse? Et puis, est-ce que tout d'un coup, quand vous travaillez le texte, vous voyez que ce personnage ne va pas avec cette personne-là et ça peut arriver que des rôles soient interchangés? Ça pourrait arriver dans le cadre précisément que on a d'abord un groupe d'acteurs auquel il faut distribuer quelque chose. Mais je crois que l'observateur... Bon, je connaissais intuitivement ce groupe parce que je les avais vus l'an dernier dans leur précédent travail. Et puis, c'est un petit sens qu'on acquiert peu à peu, je crois, de se dire qu'il y a un potentiel A, un potentiel B, un potentiel C, et que voilà, on va sublimer ça avec le personnage, avec la production. Mais je pense que c'est une question dont la réponse est complètement différente si on la pose à un professeur ou si on la pose à un metteur en scène. Moi oui. Je peux intervenir aussi là parce que j'ai eu, niveau techniquement, les changements de rôle nécessaires. Parce que peut-être un comédien ou une comédienne était forcé de changer de costume entièrement. Et puis, ce n'était pas possible. En fait, techniquement, on n'avait pas le temps. Donc, du coup, on a dû changer de distribution, donner ce rôle à quelqu'un d'autre, parce que pour finir, ça marchait mieux comme ça. On se trouve des fois, même à la première lecture, moi, quand j'arrive à la toute première lecture, j'ai fait ce que j'appelle le dépouillement. Pour moi, c'est une aide pour savoir qui doit sortir de scène con et qui se change de costume con. Et pour moi, c'est vraiment impératif que j'arrive à la première lecture avec cela. Et en ce moment-là, ça m'est arrivé justement de dire au metteur en scène, attention, parce que là, je vois que vous avez distribué ces deux rôles à la même personne et ils n'auront pas le temps. Il y a un moment donné que c'est juste impossible. Il y a un énorme changement de costume où... des fois, on arrive à contourner avec un changement de décor et du coup, on a un noir ou un rallongement de musique ou la lumière qui change ou quelque chose qui distrait le public, mais des fois, on est obligé de changer. Jean Lermier, pour vous, comment ça se passe quand vous choisissez la pièce d'abord, les acteurs après, ou parfois vous avez envie de travailler avec un acteur puis vous cherchez la pièce qui va lui aller? Tous les cas de figure me sont arrivés. Cyrano de Bergerac, si vous le montez, il faut quand même avoir l'acteur pour jouer Cyrano. Ça, c'est parce que j'avais envie de retrouver Gilles Privat, donc je l'ai monté à Carouge pour et avec Gilles, d'une certaine façon, et parce que j'avais envie de raconter cette histoire. Mais il y a des metteuses en scène ou metteurs en scène qui n'ont pas défini la distribution des rôles avant le début des répétitions. Je pense à Omar Porras, par exemple. Lui, il commence à répéter, et tout le monde a droit, entre guillemets, à tous les rôles. Ouais. Et il répète. Donc il y a des costumes qui vont s'inventer et chacun se passe le personnage et se nourrit des improvisations ou du travail de l'autre. Moi, je ne sais pas faire comme ça. Moi, je vais composer une famille et puis ensuite, je vais essayer de les mettre ensemble parce qu'on a besoin d'individualités très fortes qui se mettent au service d'un collectif. Et que moi, il m'est arrivé une fois, mais juste avant le début des répétitions, d'intervertir de rôle. Donc c'était le jeu de l'amour et du hasard et le personnage qui jouait Dorante, enfin l'acteur qui jouait Dorante a finalement joué Harlequin et celui d'Harlequin a joué Dorante. Voilà, à un moment donné, il y avait quelque chose qui me semblait plus juste. Je suis resté avec les deux, mais je les ai intervertis. Mais sinon, je reste avec la distribution que j'ai prédéfinie pendant de longs mois quand même. Alors j'espère que ce moment qu'on a partagé ensemble vous a permis de découvrir un petit peu les coulisses et voir l'envers du décor entre les différents métiers qui gravitent autour du théâtre et puis aussi le travail des comédiens, du metteur en scène. Je vous donne 4 rendez-vous. Alors la saison théâtrale à ne pas manquer au Théâtre de Carouge, évidemment. Les costumes de Trina Lobo que vous pouvez venir voir maintenant tout de suite en haut et discuter avec elle, poser des questions au moment de
de l'apéro. On remercie tout le monde, on peut les applaudir. Et merci à vous. Venez. Vous n'avez pas travaillé le salut. Allez-y. Et ce que j'ai oublié, c'est que quand on salue les comédiens, on salue le metteur en scène, mais on salue aussi les techniciens. Et donc Jean-Philippe et puis Frédéric à la caméra. Merci et bon apéro. Et bon anniversaire encore au conservatoire.